On accueille maintenant Frédéric Seize, qui est professeur des universités honoraires, pour sa conférence intitulée « Architecture et métal, 19e et 20e siècle ». Il nous exposera comment l'avancée des alliages et des technologies suite à la seconde révolution industrielle a permis un déploiement horizontal avec des ponts ou le chemin de fer, et a permis aussi aux bâtiments d'atteindre des hauteurs qui jusqu'ici n'étaient pas envisageables. Voilà. Il est entre autres auteur d'un ouvrage très important sur Gustave Eiffel qui s'appelle « Le triomphe de l'ingénieur ». On vous laisse la parole, vous avez 1 heure. Bien, eh bien, bonjour à tous. Je disais à mon voisin que la Fondation Hermès était un peu dure de me faire passer après Monsieur Mimram, qui nous a fait un exposé tout à fait remarquable et tout à fait intéressant, plein de poésie, et que j'ai beaucoup apprécié. Mais j'aurais dû m'en douter, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre un grand architecte, on est dans une situation d'infériorité systématique. Mais voilà, c'était... Donc je vais quand même essayer de vous parler des rapports entre le métal et l'architecture du point de vue de l'histoire, puisque c'est le sujet que je dois aborder aujourd'hui. Au cours des 19e et des 20e siècles, en particulier en France, parce que le sujet est déjà suffisamment vaste pour la durée qui m'est imposée, en ayant un fil conducteur. Ce fil conducteur, c'est, je crois, la question qui se pose dans notre pays, qui a été ça a été un grand pays du métal. On a eu, la France au XIXe siècle a été un grand pays du métal. On a cité tout à l'heure Gustave Eiffel, j'y reviendrai tout à l'heure. Il ne l'est plus aujourd'hui, ou en tous les cas, il a cessé de l'être pendant une période très très longue, et en particulier après la Première Guerre mondiale, quand la maçonnerie et le béton armé ont véritablement conquis le secteur du bâtiment en France. Il a fallu de longues années, j'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure, pour que le métal retrouve une place significative dans le paysage de l'architecture française, avec des succès très, très importants, et j'y reviendrai également tout à l'heure. Alors, ça peut paraître un peu étrange pour un universitaire de s'intéresser à l'architecture métallique. Il y a de multiples raisons à cela. La première, je crois, c'est que j'ai eu un maître, lorsque j'étais à l'école des Beaux-Arts, qui s'appelait Jacques Calice, que Imram connaissait bien, puisqu'il a malheureusement disparu aujourd'hui, qui a été un des grands architectes du métal en France, et qui lui-même se situe dans une lignée d'architectes qui ont construit en métal. Je pense en particulier à Édouard Albert, dont je parlerai également tout à l'heure. Voilà, donc il y a une espèce de filiation entre eux et moi que j'essaye de transmettre également, non pas comme constructeur, mais comme chercheur et comme enseignant. Et ça m'a amené donc à m'intéresser à cette question du métal au travers d'un certain nombre d'ouvrages que j'ai publiés. Je vais signaler juste là, en fait, 5 ouvrages parmi tous ceux que j'ai faits sur l'architecture métallique. Certains de caractère un peu général, architecture métallique en France et puis l'architecture métallique au XXe siècle. 2 sur Eiffel, qui sont assez éloignés l'un de l'autre dans le temps, puisque la biographie d'Eiffel date de 2014, donc elle est récente, mais le livre sur la tour Eiffel date de 2002. Et puis ce travail, un des travaux que j'ai fait sur l'étranger, qui sont les tours du World Trade Center à New York, qui étaient de magnifiques exemples d'architecture métallique américaine, qui ont été très décriés, mais enfin dont nous contons l'histoire. Je dis nous parce que j'ai écrit ce livre avec Jean-Yves Vendrieux, dont nous contons l'histoire. C'est un exemple assez étonnant pour un universitaire, puisque ce sont des tours qui ont été conçues dans les années 50, en tous les cas sur le plan urbain, livrées en 1973 et démolies en 2001.
Donc on a un exemple unique, une occasion unique de pouvoir travailler sur un ouvrage dont on a connu pratiquement la naissance, le fonctionnement et la disparition. Voilà. Alors, donc au travers de ces ouvrages, j'ai essayé de répondre à cette question de la place du métal dans l'architecture, qui est alors le métal, Marc Mimram en a parlé tout à l'heure, mais je voudrais revenir un petit peu là-dessus, est un matériau qui est très contradictoire. Il présente un nombre d'avantages très, très importants, des qualités très nombreuses, qui sont des qualités d'ordre architectural, qui sont des qualités liées à la technologie, bien entendu, liées à l'industrialisation, qui est un terme qui est un peu obscène aujourd'hui. Il ne faut plus parler d'industrialisation, mais qui était un moment qui a été important dans l'histoire de notre développement récent, qui est un matériau qui, du point de vue technique, apporte une précision dans le domaine du bâtiment qui est rare. Je rappelle qu'en construction métallique, l'unité de mesure, c'est le millimètre, et non pas ce n'est pas le centimètre ni le mètre, c'est le millimètre, qui, pour les mêmes raisons, apporte une rapidité, une précision de la fabrication qui sont très très importantes, et qui, in fine, permettent de réduire considérablement les coûts, parce que gain de matière, comme on l'a vu dans la présentation précédente, gain de temps et gain de main-d'œuvre. Bon. Donc, a priori, pour un constructeur, le métal est un matériau qui présente beaucoup de qualités, beaucoup d'avantages, et on est un peu étonné qu'un pays comme le nôtre n'en ait pas plus profité. Alors, il y a à cela un certain nombre d'explications. Elles sont évidemment très nombreuses, là je n'en ai retenu que quelques-unes. La première, pour ce qui nous concerne, nous en France, je crois que le premier obstacle est d'ordre culturel. Il ne faut pas oublier qu'en France, on n'investit pas dans le bâtiment, on investit dans la pierre. Et je crois que cette expression est très, très significative de la place que nous accordons aux matériaux. Et on accorde, je n'ai pas dit nous, enfin, en tout cas pas moi, mais en tous les cas, on accorde globalement à la pierre des qualités de stabilité, de durabilité, de solidité qui sont vraies ou infondées, peu importe, qu'on n'accorde pas au métal, qui apparaît toujours comme un matériau de l'éphémère. Ce qui est peut-être d'ailleurs lié à son histoire. Les expositions universelles du XIXe siècle ont été les grands moments de l'architecture métallique. Mais c'est ainsi. Et donc, peut-être c'est lié aussi au système des beaux-arts qui a dominé le monde de l'architecture pendant très très longtemps. Donc, il y a une tradition de la pierre qui a été reprise ensuite par le béton, pour des raisons qui paraissent évidentes, d'aspect, de comparaison. Et tout cela, je crois, a beaucoup desservi l'architecture métallique. Ces obstacles culturels sont, à mon avis, les plus graves, en tout cas les plus difficiles à franchir. Alors, à côté de ça, il y a quelques obstacles de nature technique. La corrosion, qui est une réalité, mais très largement surestimée, d'une certaine manière. On pense toujours qu'un bâtiment en métal ne durera pas parce qu'il va se corroder. Les grands ouvrages du XIXe siècle existent toujours. Ils ont nécessité quelques entretiens, c'est vrai, mais quel bâtiment ne nécessite pas de l'entretien, y compris les bâtiments en béton? Mais toujours est-il que la corrosion fait peur. Et puis l'incendie. Et l'incendie est un vrai problème. Surtout chez nous, je rappelle pour ceux qui sont un peu plus anciens, le dramatique incendie du Collège Peyron en 1973 à Paris, qui a été une véritable catastrophe nationale, au cours duquel une vingtaine de personnes, et notamment des enfants, ont disparu, ce qui est évidemment intolérable. On connaît les raisons de cette catastrophe, mais
comme le bâtiment était construit en métal, l'essentiel de la responsabilité de la catastrophe a été attribué à ce matériau. Et ça a été une des raisons pour lesquelles le métal a quasiment disparu du secteur du bâtiment pendant de très très nombreuses années. Les réglementations se sont renforcées. Et je me souviens quand on avait travaillé sur les courbes d'utilisation du métal en France dans les années 70, on voit un véritable effondrement et une impossibilité pour les constructeurs d'utiliser le métal tant la réglementation était devenue drastique. Voilà. Et puis le dernier élément, c'est peut-être la frilosité de tous les acteurs qui interviennent dans le secteur du bâtiment, les producteurs de matériaux, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, en tous les cas certains maîtres d'œuvre, ceux qui fabriquent aussi, les entrepreneurs d'une certaine manière. Les entreprises de construction métallique sont peu nombreuses sur notre territoire. J'inclus dans les maîtres d'œuvre les architectes, mais aussi les bureaux d'études. On a peu de bureaux d'études spécialisés en construction métallique en France. Et tout ça constitue autant de facteurs qui, je crois, expliquent cette évolution. Voilà. Alors, je vais quand même essayer de vous montrer que malgré tous ces obstacles, nous avons une tradition d'architecture métallique en France sur le 19e et sur le 20e siècle qui est très intéressante et qui prend des formes très différentes en fonction de l'évolution dans le temps. Alors, je vais commencer par le 19e siècle, essentiellement, qui est un siècle que je qualifierais d'expérimentation. Il faut se reporter à cette période où le métal est un matériau relativement nouveau, encore que ça ne soit pas complètement vrai, puisque je rappelle que certaines cathédrales gothiques ne tiennent que par l'existence de métal inclus dans la pierre. Bon. Mais c'est un matériau qui est nouveau dans l'utilisation générale que l'on en fait, dans son utilisation structurelle au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc c'est un matériau qui est nouveau, mais qui va présenter aux constructeurs de grands avantages. Le premier avantage, c'est qu'il va permettre d'augmenter les portées considérablement. Bon, et dans une période d'industrialisation forcée, dans une période où on a besoin de construire des grands bâtiments, de grands édifices, notamment les grands édifices publics, et je pense en particulier aux bâtiments des expositions universelles, cette possibilité d'augmenter les portées va être un atout formidable pour les constructeurs. C'est un matériau qui va permettre, et c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, de lutter contre les incendies. On a au XIXe siècle beaucoup de bâtiments publics qui sont construits en bois, notamment les théâtres. Et on sait que les théâtres au XVIIIe, au XIXe siècle brûlent très régulièrement, ce qui implique évidemment la disparition du bâtiment, mais aussi de grands dangers pour les spectateurs et les acteurs, bien sûr. Le métal, lui, ne brûle pas, bien sûr. Et au XIXe siècle, cette capacité du métal à résister à un incendie en fait un atout fort pour notamment les constructions publiques. Alors il va être le support de programmes nouveaux et le Second Empire, sous la férule d'Haussmann et de Napoléon III, va voir un développement du métal tout à fait considérable. Et puis il va être en même temps, comme je disais tout à l'heure, le vecteur de l'industrialisation, avec notamment le développement des expositions universelles et la construction de très grands édifices qui ont marqué l'histoire de notre architecture. Alors, quelques exemples de ce que je viens de dire. Le premier, c'est la colonnade du Louvre de Perrault. Exemple d'architecture tout à fait étrange, qui relève du plus pur classicisme de l'école des Beaux-Arts, qui est d'un très bel équilibre sur le plan esthétique, mais qui est en même temps un véritable décor, dont je rappelle quand même que la construction a nécessité de modifier les bâtiments qui étaient derrière, parce que l'équilibre de la colonnade nécessitait des dimensions très particulières qui ne correspondaient pas à ce qu'il y avait derrière. Donc en général, la façade habille
un espace que l'on construit, là, la façade implique de modifier l'espace qui est à l'arrière pour pouvoir la réaliser. Et en même temps, alors évidemment, des références à l'Antiquité gréco-romaine qui sont tout à fait évidentes, mais des dimensions qui ne sont pas celles des temples grecs et romains, et donc la nécessité de trouver des moyens pour que cette structure en pierre tienne. Et pour qu'elle tienne, on inclut du métal dans la pierre. Donc d'une certaine manière, cette colonnade du Louvre, c'est une espèce de pierre armée, c'est une espèce d'ancêtre du béton armé, qu'on ne voit évidemment pas de l'extérieur. Je pense que la majorité des touristes qui viennent voir le Louvre ne savent pas que cette façade est pleine de métal. Mais voilà, c'est un des premiers exemples de l'utilisation du métal qui rejoint d'ailleurs un peu ce que je disais tout à l'heure pour les cathédrales gothiques. Donc c'est une utilisation du métal qui est en fait, dans ce cas-là, une utilisation qui permet de reproduire des styles de l'Antiquité. Alors je parlais de l'incendie tout à l'heure, la Halle Aublay à Paris est un exemple de reconstruction d'un ouvrage qui a brûlé, un ouvrage en bois qui a brûlé et qui a été reconstruit par une charpente métallique pour éviter les incendies, et ça a marché puisque le bâtiment existe toujours. Et puis, je voudrais aussi citer le Pont des Arts. Alors, le Pont des Arts, qui est une histoire très particulière, et je tiens beaucoup à la photo que je présente là, qui est une vieille diapositive que j'ai réussi à numériser et qui est une photographie du vrai Pont des Arts. Alors, je dis le vrai Pont des Arts parce que certains d'entre vous se souviennent peut-être que le Pont des Arts a été victime d'un malencontreux accident de péniche dans les années 1970, je crois, qui a détruit une des arches du pont. Et le problème de la réparation s'est évidemment posé. La réparation a été abandonnée, l'idée de la réparation a été abandonnée, et le problème de la reconstruction a été la remplacer. Alors, reconstruire le Pont des Arts dans un quartier historique de Paris dans les années 1970-1980 n'était pas aussi facile que de construire une passerelle comme la passerelle Solferino dont Marc Mimran nous a parlé tout à l'heure. Nous étions à l'époque, même si le patrimoine ancien continuait à occuper une place très importante, nous étions à une époque où il était inimaginable de construire un pont contemporain entre le Louvre et l'Académie française. Il y a eu un concours, il y a eu des architectes qui ont proposé des solutions contemporaines qui ont toutes été rejetées violemment. Et finalement, la décision a été reprise de reconstruire le Pont des Arts comme il avait été construit au début du XIXe siècle, mais en supprimant une arche. On avait supprimé une arche pour des raisons de circulation des péniches sur la Seine. Et donc le pont qu'on a aujourd'hui est un pont qui ressemble au Pont des Arts, mais qui ne l'est pas. C'est comme cet apéritif que vous connaissez, qui en est sans en être tout en étant quand même, qui n'est plus en fonte, alors que le Pont des Arts était en fonte à l'origine, qui est aujourd'hui en acier, donc qui est une espèce de non-sens constructif, puisque les formes du Pont des Arts sont des formes qui correspondent à la fonte et pas du tout à l'acier, et qui est un non-sens global, puisqu'on en a supprimé une arche sans en modifier l'aspect général. Donc voilà, c'est un exemple d'architecture qui me paraît très étrange, cet exemple de reconstruction. Voilà, mais c'est pas très grave parce que là non plus, aucun touriste ne connaît cette histoire et tous les gens qui viennent visiter Paris du monde entier doivent lire dans les guides que ce pont a été construit en 1803 et qu'ils ont en face d'eux un exemple ancien d'architecture métallique française. Voilà, ça fait partie des mensonges de l'architecture, ça que l'on rencontre trop souvent et que que je dénonce quand je peux. Mais voilà, bon, c'est comme ça.
Alors, dans les grands bâtiments également du XIXe siècle qui sont marquants, les halles centrales de Baltard, bien entendu, qui ont été démolies, elles, dans les années 1973, pour faire place aux différents projets qui se sont succédés sur ces halles centrales. La démolition, alors c'était une démolition tout à fait catastrophique, puisque les halles centrales étaient un des grands exemples mondiaux d'architecture du Second Empire, tout à fait exceptionnels, qui ont inspiré d'ailleurs les constructions de marchés dans le monde entier. Elles ont été démolies à une époque où l'architecture métallique n'intéressait strictement personne. Pas même les historiens de l'architecture d'ailleurs, puisque c'était une époque où on considérait que l'histoire de l'architecture s'arrêtait à peu près au XVIIIe siècle, et après on rentrait dans une période contemporaine, c'était plus de l'histoire, donc ça pouvait être démoli très facilement. Ça a été quand même une bagarre tout à fait importante pour ceux qui s'en souviennent. Et le résultat de la démolition des halles, c'est au moins que l'architecture métallique a commencé à être reconnue, et que depuis cette période-là, on y fait un petit peu plus attention. Mais on a quand même perdu, je crois, même si je ne suis pas un défenseur acharné du patrimoine, on a perdu un des grands exemples d'architecture mondiale qui est sur le territoire de Paris. Voilà. L'église Saint-Augustin du même Baltard. Alors, elle qui commence à poser un autre problème. Le métal peut être utilisé de deux manières différentes. Soit comme élément d'architecture, c'est-à-dire qu'en fait, le matériau sert à l'expression architecturale. C'est ce qu'on a vu avec les réalisations de Marc Mimram tout à l'heure. C'est ce qu'on voit d'une certaine manière avec les halles centrales de Paris. C'est ce qu'on voit avec la passerelle des Arts. C'est ce qu'on ne voit pas avec l'église Saint-Augustin. Alors on ne le voit pas avec l'église Saint-Augustin parce que plusieurs raisons. Bon, d'abord, Baltard était un architecte très académique qui n'était pas un grand fanatique du métal, considérait que le métal était un matériau d'ingénieur. Et pour un architecte du XIXe siècle, dire que le métal était un matériau d'ingénieur, c'était une insulte qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. La deuxième raison, c'est qu'on est dans un quartier qui est en pleine mutation. C'est un des quartiers très industrieux du Paris ancien et que Haussmann est en train de réhabiliter pour en faire un des quartiers les plus chics de la capitale. Et dans un quartier chic, au XIXe siècle, il n'est pas convenable d'afficher le métal en façade d'un bâtiment. Bon. Mais Baltard a un problème, c'est qu'il lui faut quand même construire une église suffisamment vaste pour accueillir un nombre important de personnes. Et donc d'avoir des portées relativement importantes qu'il ne peut obtenir qu'en utilisant du métal en structure. Alors il va trouver une solution mi-figue, mi-raisin qui est très coûteuse, qui consiste à avoir une structure interne qui est en métal, que l'on voit à l'intérieur du bâtiment, qui est d'ailleurs complètement décorée d'angelots, de dorures, enfin bon, c'est une décoration qu'on peut aimer ou pas, mais qui n'apparaît pas en façade. Et la façade, en fait, de l'église Saint-Augustin est une espèce d'enveloppe qui cache complètement la structure métallique interne et qui fait que cette église est acceptable à la ville. Elle est acceptable à la ville parce qu'elle est en pierre, même si son intérieur est en structure métallique. Et là aussi, c'est une forme de mensonge architectural qui est assez étonnant, mais voilà, bon, ça existe également. Et ça fait partie quand même de l'histoire de l'architecture métallique. Alors les grands magasins, je vais passer rapidement, qui ont été construits en métal, là aussi, alors plutôt pour des raisons d'usage. L'histoire du grand magasin, c'est de pouvoir offrir aux clients la possibilité de déambuler facilement entre les différentes marchandises qu'il peut voir et acheter,
sans qu'il y ait d'obstacle. Et le mur est évidemment un obstacle, donc on choisit des constructions en poteau, et le poteau sera métallique. Alors aujourd'hui, ces structures ne sont plus visibles puisqu'elles ont été complètement cachées par des décors en bois, en stuc, en plâtre, en tout ce qu'on veut, qui donnent l'aspect contemporain aux grands magasins. Mais elles existent encore, il suffirait de tout enlever pour retrouver les architectures anciennes qui sont en dessous. Alors bien évidemment, les grandes constructions de Eiffel, qui sont elles d'extraordinaires exemples d'une utilisation très rationnelle du métal et en même temps d'une utilisation architecturale du matériau. L'ingénieur, lui, ne considère pas que le métal est un matériau sale. Il l'expose à la vue du public et il le fait dans ces très très belles structures ici du viaduc de Garabit, qui a été achevé en 1884 et qui est une des grandes réalisations de l'architecture de pont du XIXe siècle, avec cette innovation de l'architecture du pont en arc, qui permet là aussi des portées très importantes avec des gains de matière tout à fait considérables. Il faut, pour bien comprendre la complexité de cet ouvrage, s'imaginer que la construction de l'arche a été faite en partant de chacune des deux rives, à droite et à gauche, et que l'arc s'est rejoint au milieu. Voilà, alors aujourd'hui, on a des outils très sophistiqués qui permettent de faire cela sans trop de problèmes. Au XIXe siècle, c'était beaucoup plus complexe. Et la construction a montré que les deux arches se sont bien réunis au milieu et qu'il n'y a pas eu de grandes difficultés à les souder entre elles. Alors, cette construction du viaduc de Garabit induit d'une certaine manière la construction de la tour Eiffel. Donc c'est l'exposition de 1889, le centenaire de la Révolution française. Il faut que la France ait une réalisation tout à fait exemplaire. Et cette réalisation exemplaire va prendre la forme de cette tour dont l'histoire est la suivante très rapidement. Tous les ingénieurs à l'époque, en France et dans le monde, cherchent à construire une tour de 1000 pieds de haut. À l'époque, on compte en pieds encore, et on n'a pas encore notre système actuel. Évidemment, personne n'y arrive. Et Gustave Eiffel va être le premier à le faire. Et il va bénéficier de toute l'expérience, toute son expérience antérieure en matière notamment de construction de ponts, pour réaliser cette tour qui a été pendant très longtemps la tour la plus haute du monde. Je rappelle qu'il a fallu attendre 1934 ou 1936, je ne sais plus exactement, pour que la tour de New York, l'Empire State Building, la dépasse, et que donc elle est restée la tour la plus haute du monde pendant très très longtemps. Alors ce qui est curieux, c'est que cette tour Eiffel va être la dernière réalisation de Gustave Eiffel en tant que constructeur, puisque après il a été embringué dans l'affaire du canal de Panama, et qu'il a abandonné complètement sa carrière de constructeur et qu'il est passé à tout à fait autre chose. Voilà. Et puis le dernier exemple, c'est le Grand Palais Paris 1900. Alors là, qui rappelle un peu l'histoire de l'église Saint-Augustin, puisque le Grand Palais, c'est là aussi une structure très importante. C'est un pavillon d'exposition universel, donc qui doit accueillir qui doit constituer des espaces suffisamment vastes pour accueillir des expositions très très importantes. D'où l'utilisation du métal, mais en même temps, on est quand même dans le quartier des Champs-Élysées. Le métal reste, là encore, même au début du XXe siècle, un métal qui est peu présentable à la ville, et d'où cette façade en pierre très, très académique, très, très beaux-arts, qui va cacher le métal à la ville. Et c'est donc uniquement à l'intérieur du Grand Palais qu'on se rend compte de l'utilisation de ces structures métalliques très fines, très, très raffinées, qui constituent sa structure.
Voilà. Donc, voilà quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. Je pourrais parler des gares, je pourrais parler de toute une série de grands bâtiments qui ont été, constitutifs de cette architecture de cette époque, et qui fait que la France a été, comme je le disais tout à l'heure, l'un des grands pays du métal avec la Grande-Bretagne, bien sûr, mais qui a été vraiment à la pointe du progrès en la matière pendant très longtemps. Alors je crois que la fracture, c'est la guerre de 14, la guerre de 1914-1918, qui marque véritablement la fin du XIXe siècle et qui fait que le monde occidental rentre dans une période tout à fait nouvelle. Et le renouvellement des idées, des pratiques, de l'industrie après la guerre de 1914 va être fatal à l'architecture métallique. On se rend compte que l'intérêt des architectes et des ingénieurs pour le métal va considérablement diminuer à partir des années 1920. Que le renouveau de l'architecture qui se fait dans la période de l'entre-deux-guerres, 1920, 1930, 1940 surtout, va être le fait essentiellement de la maçonnerie et du béton armé. Si je cite le nom de Le Corbusier, vous pensez maçonnerie et béton, pas métal, et pourtant il a fait des œuvres en métal, j'en montrerai une tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est plutôt une architecture de maçonnerie. Donc cette maçonnerie va prendre une place dominante dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et va véritablement détrôner le métal. Alors, je parle de Le Corbusier qui est une des figures marquantes de cette période-là, mais on peut penser à toutes les constructions dans les années 30, penser en particulier aux constructions de logements qui ceinturent Paris dans cette période-là. Ce sont des constructions en maçonnerie, en briques, en béton, mais qui utilisent rarement le métal. Alors ceci étant, malgré tout, durant cette même période, un certain nombre de réalisations métalliques vont voir le jour. Là aussi, je vais vous montrer quelques exemples. Le premier, ce sont les magasins de Cré à Nantes, qui ont été construits par Henri Sauvage, construits dans les années 30, mais qui ont été détruits en 1943 dans les bombardements, et qui reprenaient un peu la tradition des grands magasins du XIXe siècle, avec une structure métallique qui permettait une grande liberté de mouvement à l'intérieur du magasin, mais avec des formes évidemment plus proches de celles des années 30 que de celles du XIXe siècle. Je voudrais aussi citer un bâtiment qui existe toujours à Clichy, dans la banlieue parisienne, qui est la Maison du Peuple, alors qui a été construite par trois architectes, trois grands constructeurs de notre histoire métallique. Marcel Lotz, d'abord, qui a été un des architectes qui n'a construit, je crois, pratiquement que en métal. Eugène Baudouin, qui était son associé. Alors Lotz et Baudouin étaient associés de manière intelligente, puisque Lotz s'occupait de la partie métallique et Baudouin prenait les marchés en béton. Donc ça permet de ratisser large, d'avoir une agence qui fonctionnait très bien. Mais bon, leur nom est toujours associé dans les réalisations qu'ils ont faites, qu'elles soient métalliques ou maçonnées. Alors l'ingénieur Jean Prouvé, qui était un grand nom de l'architecture métallique de la période de l'entre-deux-guerres et ensuite après la Seconde Guerre mondiale, je rappelle que une de ses dernières apparitions publiques a été de présider le jury du Centre Pompidou à Paris, qui a donné lieu à la réalisation que vous connaissez. Donc un grand monsieur du métal qui était professeur au Conservatoire des Arts et Métiers et qui a beaucoup œuvré, enfin les gens de notre génération ont beaucoup bénéficié de son enseignement et des réalisations qu'il a faites qui sont tout à fait intéressantes. Alors le marché du Peuple à Clichy existe toujours, il a été rénové il y a quelque temps, il est toujours visible. Et puis alors je voudrais aussi citer cette réalisation de Le Corbusier. Alors Le Corbusier, je disais tout à l'heure, a tout construit en béton, un architecte exceptionnel, ça je crois on n'hésite pas à le dire,
un urbaniste dont on ne regrette pas qu'il n'ait pas plus produit. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais un architecte tout à fait exceptionnel. Alors, il a fait quand même 3 réalisations métalliques qui méritent d'être connues. La première, c'est le pavillon suisse de la Cité universitaire à Paris, qui est un bâtiment en charpente métallique, alors qui fait partie de cette catégorie de bâtiments en métal dont on ne voit pas qu'ils sont en métal, puisque la façade est parfaitement corbusienne et parfaitement maçonnée, mais dont la structure est en métal pour une raison assez simple, c'est une raison de poids. Vous savez que les arrondissements périphériques de Paris sont des arrondissements qui sont de véritables gruyères, puisqu'ils ont servi de carrière pendant très longtemps pour la construction du Paris intramuros. Et donc, ce sont des lieux où il faut essayer de construire le plus léger possible, quelquefois avec des fondations assez profondes. Et donc, le métal a été, de ce point de vue, tout à fait utile à Le Corbusier. Le deuxième exemple, c'est le pavillon Philips qu'il a construit pour l'exposition de 1958, je crois, à Bruxelles. Oui, c'est ça, qui a disparu, puisque tous les pavillons, à quelques exceptions près, tous les pavillons des expositions universelles sont destinés à disparaître à la fin de l'exposition. Et puis le troisième bâtiment, c'est ce pavillon des Temps Nouveaux de l'exposition de 1937 à Paris, qui est un pavillon tout à fait intéressant, puisque Le Corbusier avait en fait prévu d'en faire une espèce de tente démontable pour pouvoir le déplacer dans toute la France et en faire un espèce de centre d'exposition de l'urbanisme contemporain, bien sûr. Voilà. Donc un bel exemple, très léger, qui, vous le voyez sur ces images, permet de dégager un espace intérieur sans aucun obstacle, pas de mur porteur, pas de poteau. Donc une possibilité d'y installer une structure secondaire qui elle-même sert de support à une espèce de voyage architectural, de promenade architecturale, comme le disait Le Corbusier. Et là, c'était une promenade d'architecture dans une exposition sur l'urbanisme. Voilà. Donc un très beau bâtiment qui, alors malheureusement, pour des raisons, dit-on, de conflit entre Le Corbusier et son maître d'ouvrage, mais il paraît qu'il était assez coutumier du fait, n'a pas été démonté à la fin de l'exposition, mais a été démoli, ce qui est un véritable sacrilège, un massacre absolu. Et donc ce pavillon n'a pas pu voyager au travers de la France comme Le Corbusier l'avait imaginé au départ. Voilà. Donc trois réalisations métalliques de Le Corbusier quand même. Bon, je passe sur ce pavillon de Lotz éprouvé à Buc, qui est intéressant, mais on n'a malheureusement pas le temps de s'étendre. Alors, donc ça nous conduit à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale qui est suivie d'une grande période de reconstruction que vous connaissez, qui, elle, a été véritablement marquée par un bétonnage systématique du territoire. Alors, pour des raisons qui s'expliquent et qui sont liées au fait qu'on avait besoin de reconstruire vite, à moindre coût, que l'industrie métallique était d'abord très abîmée par les effets de la guerre, et puis en même temps que tout le métal que l'on pouvait trouver en France, et il était rare, était un métal qui était destiné à la reconstruction industrielle du pays et non pas à la reconstruction des bâtiments. Donc voilà. Donc il ne restait plus que le béton pour construire. Ça a donné des choses très intéressantes. Bon, je cite ici la reconstruction du Havre, qui est une très belle réalisation d'urbanisme, même si ça pose plein de questions, et en particulier si l'architecte du Havre pose plein de questions, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ça a donné évidemment la construction de tous les grands ensembles dont on parle tant aujourd'hui. Donc un bétonnage systématique qui fait que la construction métallique disparaît quasiment du paysage pendant, je dirais, presque une vingtaine d'années. Il va falloir attendre les années 1960-1970 pour que
à la faveur de la contestation des modèles de la reconstruction par un certain nombre de jeunes architectes qui sont d'ailleurs aujourd'hui des architectes réputés en France, on voit réapparaître des tentatives de réintroduction du métal dans l'architecture. Alors, ces réintroductions vont prendre plusieurs formes. Et là aussi, on va retrouver la même opposition entre des architectures qui n'utilisent le métal que pour ses qualités constructives, mais pas du tout pour ses qualités plastiques, et des architectures qui, au contraire, vont être innovantes parce que le métal participe de la forme des bâtiments et participe d'une certaine manière de leur dynamique. Alors, là aussi, quelques exemples intéressants. La reconstruction, la première reconstruction du campus de Jussieu à Paris, à la fin des années 1950, par toute une équipe d'architectes particulièrement réputés, en particulier Urbain Cassan, qui est un des grands architectes de cette période-là, qui envisage à cette époque de construire un campus universitaire comme on construisait les grands ensembles. D'où l'existence de ces deux barres de bâtiments que vous connaissez, l'une le long des quais et l'autre le long de la rue, je ne sais plus comment elle s'appelle, des Fossés Saint-Jacques, voilà, merci. Et alors, ces bâtiments, alors l'un est en métal, l'autre est en béton précontraint en particulier, tout simplement parce qu'on trouvait peu de métal à cette époque-là, mais vous voyez sur la photo de gauche la très grande structure qui sert de support à ces bâtiments, qui est une espèce de méga structure sous forme de pont, qui est totalement invisible aujourd'hui, puisque complètement caché derrière des façades en panneaux de béton, mais qui fait quand même partie de cette architecture en métal. Alors l'utilisation du métal, il faut le dire dans cet exemple-là, se justifie par le fait que la halle au vin, Jussieu, c'était l'ancienne halle au vin, on l'appelle d'ailleurs toujours entre nous la halle au vin quelquefois. La halle au vin devait pouvoir continuer de fonctionner pendant la construction des bâtiments, et en particulier les camions des livraisons devaient pouvoir circuler, et donc l'utilisation de ces portiques s'est imposée de cette manière-là. Voilà. Bon, la construction de la halle au vin s'est poursuivie différemment après avec l'arrivée de l'architecte Édouard Albert, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Le très beau pavillon de l'exposition universelle de Bruxelles de 1958, construit par Guillaume Gillet, un projet tout à fait improbable, puisque construit dans la précipitation, sans programme. Et Guillaume Gillet a mis au point une structure avec René Sargère, qui est un grand ingénieur de l'époque, et on retrouve également Jean Prouvé, une très belle structure pour ce pavillon d'exposition universelle, qui a lui aussi malheureusement disparu, dont vous pouvez voir une maquette, je crois, au Centre Pompidou, dans le département d'architecture, qui est un très beau lieu où on voit beaucoup d'architecture contemporaine tout à fait intéressante. Voilà. Où là, alors, dans ce bâtiment d'exposition de Bruxelles, le métal s'exprime en façade et s'exprime dans l'architecture. Il n'y a aucune volonté de le cacher, au contraire, mais de le mettre en valeur. Utilisation du métal également dans le secteur du logement. Alors, on en trouve assez peu. Il y a un exemple qui est aujourd'hui, je crois, je ne sais plus s'il est classé au monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, mais enfin, il bénéficie d'une protection dite des monuments historiques, qui est cette tour Croule-Barbe construite dans le 13e arrondissement par Édouard Albert. Alors, Édouard Albert a été un des grands architectes du métal, c'était d'ailleurs lui le maître de Cadiz dont je parlais tout à l'heure, qui a, tout au long de sa vie, essayé de limiter, de réduire l'importance du métal dans l'architecture, mais de réduire du point de vue quantitatif. Voilà, de trouver des structures aussi fines que possible. Il a beaucoup travaillé sur un élément de métal qu'on utilise peu aujourd'hui, mais qui était largement employé à l'époque, qui est le tube. Et c'est avec des tubes de métal qu'il construit cette tour, qui est le premier gratte-ciel de logement parisien. Voilà, qui est encore utilisé aujourd'hui et qui est un exemple tout à fait intéressant. La tour Montparnasse,
qui est un exemple d'architecture qu'on ne reconnaît pas, mais qui est un moment important. Alors, qui est assez on retrouve Urbain Gassan, d'ailleurs, les grands cabinets de l'époque, qui est intéressant parce que, et en particulier cette photo, il en montre la construction. Alors, la tradition en France, c'est de construire les tours au moyen d'un noyau en béton armé dans lequel on fait passer toutes les circulations, les ascenseurs, les escaliers de secours, les fluides, voilà, tout ce qui est nécessaire, le câble, l'informatique, enfin, voilà. Donc tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du bâtiment. Et autour de ce noyau en béton, des plateaux en structure métallique qui permettent là aussi de construire des plateaux sans point porteur intermédiaire, donc avec une possibilité de division ensuite assez facile en fonction des usages que l'on veut en faire. Ça n'est pas la manière dont on construit les tours aux États-Unis, puisque aux États-Unis, ce sont des grandes tours qui sont totalement en charpente métallique. Mais en France, on y arrive en France, mais plus difficilement, peut-être aussi, là aussi, pour des raisons liées à la sécurité, à un incendie. Et puis peut-être aussi pour des raisons de concurrence entre les industries du béton et les industries du métal, chacun voulant une part de... pas du gâteau, mais... j'ai entendu du gâteau, mais presque. Voilà. Voilà, donc cette tour Montparnasse qui va faire d'ailleurs l'objet d'une grosse restructuration dans les mois qui viennent, puisque vous savez que c'est l'utilisation du métal dans ces bâtiments-là, dans ces années 70, est intimement liée à l'utilisation d'un matériau très dangereux qui est l'amiante. L'amiante étant un... Comment disait Marc Mimram tout à l'heure, il parlait d'une pâte, cette pâte qui servait à enrober les structures. Une pâte à crêpes, oui, je ne sais plus comment je ne sais plus. Flocage, oui, non, le flocage, c'est le terme. Oui, mais non, il a utilisé un autre, une pâte à crêpes, oui, c'est ça, oui. Voilà. Oui, le terme flocage est le terme presque savant. Mais voilà, donc qui permet d'enrober les structures en métal et de les protéger contre l'incendie. Matériau donc, qui est très dangereux aujourd'hui, qu'on supprime un peu partout. Et la tour Montparnasse va faire l'objet d'une très très grosse restructuration dans les mois et les années qui viennent, et ce qui va permettre en même temps, je crois, de revoir son architecture et de faire disparaître cette architecture des années 60-70 qu'on vit mal aujourd'hui, pour lui donner un look un peu plus contemporain et peut-être plus vendeur dans un Paris qui est en train de se renouveler. Alors, l'amiante, ça a été l'un des grands problèmes de l'ensemble universitaire de Jussieu, donc qui a été repris par Édouard Albert après que André Malraux a décidé de ne pas faire de cet ensemble universitaire un grand ensemble, comme le prévoyait le premier projet. Donc il a abandonné la construction des barres de Cassan que je montrais tout à l'heure, qu'elles soient en béton ou en métal, et il a demandé à Édouard Albert de reconfigurer complètement l'ensemble du plan de Jussieu, ce qui a donné ce beau campus. C'est un beau campus qui est très dénigré, trop souvent dénigré et injustement dénigré à mon avis par beaucoup de monde, mais c'est un beau campus qui a l'avantage d'être un campus intramuros, ce qui est assez rare, et d'être en même temps un lieu de vie qui est loin d'être désagréable. Moi, j'ai suivi de nombreux travaux. C'est un campus où on vit bien. Alors, il présentait lui aussi l'inconvénient de l'amiante, et vous vous souvenez des campagnes contre l'amiante qui ont été menées notamment par les personnels qui travaillent à Jussieu, et qui se plaignaient de la présence de ce matériau. En même temps, construit dans les années 1960, il fallait reconfigurer l'ensemble. Ça a été l'occasion en même temps de séparer deux universités qui cohabitaient. Quand on a commencé les travaux de Jussieu, l'université comptait, je crois, 40 000 étudiants. Elle avait été construite pour 20 000. Voilà. Donc ça a permis de remettre un peu les choses dans l'ordre et de donner un peu de place à tout le monde. Donc il y a une partie qui est partie dans le 13e et puis l'autre qui est restée là. Et donc il a fallu tout désamianter, donc c'est-à-dire tout enlever,
tout a dû être démonté. Et ça a permis d'ailleurs de voir les structures, de revoir les structures. On le voit là, sur la gauche et sur la droite, les structures métalliques des bâtiments. Puisqu'on a été obligé de tout désamianter, les structures sont réapparues dans leur état d'origine. Et bon, je dois dire que l'ensemble a été plutôt bien fait. Et on retrouve aujourd'hui un campus qui est agréable à vivre, qui a été modernisé, qui a été mis au standard d'aujourd'hui, et surtout dans lequel il y a moins de monde qu'il n'y en avait avant les travaux. Alors, le bâtiment, toujours dans le monde universitaire, le très beau bâtiment de Claude Parent à la Cité universitaire de Paris, qui est le bâtiment de l'Iran, à l'origine le bâtiment de l'Iran, construit avec 2 architectes iraniens d'ailleurs, Fouroughi et Guillet, dont je crois on a complètement perdu la trace. Je ne sais pas s'ils vivent encore, mais enfin en tous les cas c'est Claude Parent qui est apparu un peu comme l'auteur principal du bâtiment, alors qu'à l'époque, je crois qu'il était chef d'agence, donc il avait un rôle important, mais ça n'était pas lui peut-être le principal architecte. Mais enfin bon, il a joué un rôle tout à fait essentiel dans ce bâtiment. Et puis le plasticien André Bloch, qui a construit le très bel escalier que vous voyez sur la photo de droite. Oui, vous le voyez aussi à droite, c'est bien. C'est très bel escalier en métal. Alors, un bâtiment dont le métal s'affiche dans ce bâtiment. Quand vous passez le long du périphérique, vous voyez qu'il est en construction métallique. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, le métal, c'est pas une doctrine chez Parent, c'est plutôt une raison très pratique. On est toujours dans le 14e arrondissement, on est toujours sur des terrains qui sont très fragiles et qui sont de véritables gruyères. Et on a besoin d'avoir des fondations très profondes, des points porteurs en aussi petit nombre que possible et un poids aussi léger que possible. Donc d'où la mise au point de ces grandes structures qui ont la particularité que les bâtiments de logement qui sont insérés dans la structure sont suspendus à la structure et non pas appuyés sur elle. C'est un mode de construction qui est tout à fait original, qui a été peu utilisé en France, mais qui mérite d'être souligné. C'est un bâtiment qui a beaucoup vieilli, qui n'a fait l'objet d'aucun entretien pendant très très longtemps, et dont on va enfin se décider à faire quelque chose, je crois, dans les années qui viennent, ou les mois qui viennent, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un projet qui allait être lancé. Et j'espère que ce projet va prendre en compte toutes les qualités de l'architecture d'origine de Parent et de ses confrères iraniens, parce que c'est vraiment un très très bel ouvrage. Alors le monde universitaire est un monde où on utilise beaucoup le métal. Le bâtiment de l'école des hautes études en sciences sociales, qui est dans un quartier historique de Paris, puisqu'il est en face du Lutetia, donc dans le beau Paris, où on retrouve Marcel Lotz, associé à cette époque non plus avec Beauclerc, mais avec Paul de Ponte, qui était aussi un grand architecte du métal, qui était d'ailleurs très implanté aux États-Unis. C'était un des rares architectes français qui avait une agence à Chicago et qui construisait aussi bien en métal aux États-Unis qu'en France. Ce bâtiment, alors bâtiment de l'école des hautes études, qui est implanté sur le site de l'ancienne prison du Cherche-Midi, qui est construit en métal, alors là pour des raisons, par volonté de reproduire un peu ce qui se fait sur le campus américain à cette époque-là. Et aussi par volonté de construire un bâtiment où les chercheurs, qui sont des chercheurs de sciences sociales, qui sont donc des gens qui ont besoin de calme pour écrire et pour réfléchir ou pour tenir des séminaires, vivent dans un bâtiment qui est complètement conditionné. Donc les fenêtres ne s'ouvraient pas. Ça permettait un certain calme en même temps, puisque c'est vrai que le boulevard Raspail est un boulevard un peu bruyant. J'ai beaucoup fréquenté ce bâtiment parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Et voilà, c'est un bâtiment où on vivait pas mal. Alors, il avait aussi cet inconvénient, ce problème de l'amiante. Donc, il a fallu le désamianter. Il a été désamianté. Il a été refait plutôt bien.
et il est aujourd'hui réinvesti par ses utilisateurs. Donc il est reparti pour une seconde vie. Alors du point de vue de la structure, ce bâtiment est intéressant puisque De Pont a utilisé, je crois que c'est un des rares exemples en France, a utilisé la technique de la précontrainte dans les structures en métal de la Maison des sciences de l'homme. La précontrainte, ça consiste à appliquer à une structure des forces inverses à celles qui vont lui être appliquées une fois qu'il sera en service, notamment pour diminuer la quantité de matière. La précontrainte, on l'utilise très souvent dans le béton. C'est une technique difficile, mais on sait le faire très facilement. On l'utilise beaucoup plus rarement dans la charpente métallique. Et là, je crois que c'est vraiment un des très rares exemples. De Pont m'avait dit qu'avec la précontrainte, il avait fait une économie de 20 à 30% de matière par rapport à une charpente métallique classique, ce qui n'est pas négligeable, notamment en termes de coût. Évidemment, la mise en œuvre est un petit peu plus compliquée, mais voilà, ça fonctionne très bien. Et en tous les cas, les structures n'ont pas été reprises depuis les années 70. Elles ont été repeintes, elles ont été remises en état, mais il n'y a pas eu de reprise importante des structures, ce qui prouve que la technique fonctionne bien. Voilà, bon, là, le siège d'une société à Saint-Denis, alors qui est intéressant parce que là, c'est une structure aussi en béton, un noyau central en béton sur lequel sont suspendues les charpentes métalliques. Donc là, on est aussi dans un système de descente de charge, c'est-à-dire que ça n'est pas le premier étage qui s'appuie sur ou plutôt le deuxième étage qui s'appuie sur le rez-de-chaussée, puisqu'il y a un vide entre le premier étage et le rez-de-chaussée. Donc ce n'est pas le deuxième étage qui s'appuie sur le premier, mais c'est je ne sais plus combien, le 7e qui est suspendu au 8e. Voilà, donc c'est un système inverse par des câbles qui est assez intéressant. Et voilà, donc qui a été lui aussi, je crois, complètement repris il n'y a pas très longtemps, toujours pour les mêmes raisons. Et puis, je reviens à Paul De Pont qui a construit à Cergy-Pontoise ce très beau bâtiment qui a servi de siège à la société 3e pendant longtemps, qui va déménager d'ici quelques temps. Et je crois que ce bâtiment est voué à la démolition dans les semaines ou les mois qui viennent, si ça n'est pas déjà commencé. Je ne sais plus où ils en sont, mais enfin, en tous les cas, il y a un gros projet de démolition qui est... Alors, l'intérêt de ce bâtiment, c'était l'utilisation d'un acier qu'on appelait l'acier Corten. L'acier Corten, c'est un acier dans lequel on a ajouté un peu de cuivre et qui a la faculté de former en surface une pellicule de rouille qui protège le matériau. Alors c'est très important puisque la rouille sur le métal est une forme de corrosion qui, sur les métaux traditionnels, accentue le phénomène de la corrosion. Ce n'est pas une protection. Sur l'aluminium, l'alumine protège le matériau. Sur le métal, la rouille accentue le phénomène de corrosion. L'acier Corten a cette faculté de former une pellicule de rouille qui protège le métal comme l'alumine protège l'aluminium. Voilà. Donc c'est des matériaux qui sont très utilisés aux États-Unis. J'ai vu beaucoup de bâtiments aux États-Unis qui sont construits de cette manière-là. Peu en France, probablement parce que l'aspect du bâtiment rouillé est un aspect qui paraît désagréable. Mais on commence à voir des réalisations en métal avec un acier. Alors on ne l'appelle plus Corten aujourd'hui, je ne sais plus comment on l'appelle, mais en fait c'est la même chose. Il a changé de nom. Mais voilà, donc on commence à en trouver, mais c'est vrai que cet aspect rouillé est un aspect qu'il est difficile de faire passer, même si je trouve qu'esthétiquement, on arrive à faire de très très jolies choses. Voilà. Ça va, j'espère que vous n'en ennuyez pas trop avec cette énumération de bâtiments métalliques. Je reviens, alors je vais vous parler de Jacques Calice tout à l'heure. Voilà deux exemples de belles réalisations qu'il a faites. Alors, l'idée des architectes autour de Calice, qui faisait partie d'une des grandes agences d'architecture qui s'appelait l'Atelier d'urbanisme et d'architecture à l'époque, l'AUA, était d'utiliser les matériaux pour faire de l'architecture pour ce qu'on appelait à l'époque le plus grand nombre. C'est-à-dire que ce sont des architectes qui considéraient que l'architecture n'était pas réservée à une élite financière ou intellectuelle ou culturelle,
mais qu'elle devait être accessible à tout le monde, y compris dans des domaines aussi peu valorisés que le logement social. Bien. Et donc, il mettait au point des systèmes constructifs qui étaient faciles, qui étaient économiques et qui en même temps étaient l'occasion d'architecture de qualité. Alors, il y a eu beaucoup de réalisations de calices en métal. Là, j'ai à gauche la piscine d'Aubervilliers. À droite, l'école d'architecture qu'il a construite à Nanterre, qui est un très très bel exemple de ces architectures qu'on a appelées les architectures proliférantes dans les années 1970. Qui a été abandonné, alors qui a été utilisé par les écoles d'architecture pendant très longtemps, qui a été abandonné à la suite de relocalisation de ces écoles dans une période plus récente. Le bâtiment est aujourd'hui dans un état de délabrement qui est, que je trouve inacceptable. C'est un bâtiment public qu'on est en train de laisser pourrir sur pied, que je crois l'État est en train d'essayer de vendre, mais n'arrive pas à vendre parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est la localisation à Nanterre ou si c'est d'autres raisons techniques liées au bâtiment lui-même. Mais en tous les cas, voilà un bel exemple d'architecture contemporaine qu'on est en train de laisser pourrir véritablement. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Ce qui pose le problème de la patrimonialisation, d'ailleurs, de cette architecture. J'en dirai peut-être quelques mots tout à l'heure. Le Conservatoire de musique à Montreuil de Claude Le Goas, qui est une belle réalisation qui existe encore. Je passe. Et puis, le Centre Pompidou de Piano et Rogers, que vous connaissez. Alors, qui lui est intéressant parce que, et ça rejoint un peu ce que disait Marc Mimram tout à l'heure, ce n'est plus une architecture industrialisée. Autant l'architecture de Calice que j'ai montré tout à l'heure est une architecture qui est faite à partir d'éléments fabriqués en usine, qui sont répétitifs, que l'on peut utiliser pour la construction d'une école d'abord et puis réutiliser sous la même forme dans une école d'architecture ensuite, voire dans la construction de logements. Donc l'idée, c'est d'obtenir de la série étant censée limiter les coûts. Dans le cas du Centre Pompidou, on retrouve une architecture qui est presque artisanale. Hein. Et c'est Gerberette, là, dont vous voyez un exemple sur cette image, est un exemple d'artisanat architectural, puisque ces Gerberettes n'ont été utilisées que pour le Centre Pompidou, n'ont jamais été utilisées pour aucun autre bâtiment et n'ont pas vocation à être répétées dans d'autres exemples. Voilà, mais ça... Je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure. Je n'ai pas mis d'exemple de logement parce qu'il y en a très très peu. Vous voyez, en France, les logements en structure métallique, c'est à peu près 2% de la construction de logements, 25% au Japon, 5% aux États-Unis. Donc c'est vraiment epsilon. Et voilà, il y a quelques exemples, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler d'autres fois. Alors, j'aborde la dernière période de cette historique un peu rapide, avec ce qui s'est passé dans les années 1980. Alors, on a dans les années 1980 une remise en cause de ce qui s'est passé dans les années précédentes, une remise en cause de cette architecture industrialisée à la manière de ce que faisait Jacques Calice. On a remis en cause le brutalisme qui a caractérisé un certain nombre de constructions de ces époques-là. Et on a, parce qu'une jeune génération d'architectes émerge, hein, tout simplement, et puis parce que aussi les conditions de la production architecturale changent. Hein. Je rappelle qu'à partir de 1973, on a des textes qui imposent l'introduction du concours dans les constructions publiques, et donc on a, avec ces introductions de concours, l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes architectes, qui sont aujourd'hui Jean Nouvel, Christian de Porzampar, etc., mais qui à l'époque sont encore de jeunes dans la profession. On a donc une espèce de retour à une espèce de formalisme dans l'architecture. Donc on rejette, les architectes de cette époque-là rejettent un peu l'utilisation rationnelle du métal telle qu'elle a été défendue dans les années précédentes et reproposent une architecture plus formelle. Voilà, donc des choses intéressantes
Je vous en montre là aussi quelques exemples. Alors Calice n'a pas été étranger à ce mouvement, puisque parmi ses dernières réalisations, il y a cette bibliothèque à Choisy-le-Roi, où on voit qu'on est très loin des IPN qui constituaient l'école de Nanterre et ses autres réalisations, où il y a une espèce de poésie de la forme, dans un matériau qui est d'ailleurs de la fonte d'aluminium, qui est un matériau extrêmement coûteux et peu utilisé dans le secteur du bâtiment, mais qui a permis ces formes arrondies que vous voyez là. On retrouve aussi le métal dans les grands projets, quelques grands projets du président de la République, de François Mitterrand, dans les années 80, avec cet Institut du monde arabe de Jean Nouvel, qui est, je crois, un bel exemple d'architecture qui constitue une belle interface entre la Halle aux Vins, qui est, enfin, le centre de Jussieu d'Édouard Albert, qui est sur la partie droite, et puis la courbure de la Seine, qui est sur la partie gauche, et donc une intelligence du site qui, je crois, mérite d'être notée, même si les boucharabiers n'ont jamais fonctionné, mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle on évitera de parler aujourd'hui. Les projets de gare, alors avec cette idée, avec cette introduction d'une nouvelle notion dans l'architecture, qui est la notion de la transparence, qui est une notion un peu dominante aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut que tous les bâtiments soient transparents, et pour les rendre transparents, on utilise le verre, comme si le verre était un matériau transparent d'ailleurs. Le verre est tout sauf transparent. Mais il y a cette volonté de transparence des espaces qui est vraie quand on est à l'intérieur du bâtiment, mais qui n'est pas vrai quand on est à l'extérieur. Bon. Alors là aussi, avec des innovations importantes pour l'utilisation de grandes façades vitrées. Donc ici, un exemple sur la gare Montparnasse. Ici, le très bel exemple de la pyramide de Yeomingpei au Louvre, qui n'est pas transparente, mais qui est une pure merveille d'architecture contemporaine dans un site ancien, qui est un ouvrage très complexe, d'ailleurs, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et puis les constructions de ponts. Alors je crois que l'œuvre de Marc Mimram se situe dans ce cadre-là. D'ailleurs, il le disait tout à l'heure, hein, c'est une introduction, la réintroduction d'une certaine forme de poésie dans l'architecture, mais qu'on retrouve ici aussi avec le projet du viaduc de Millau de Norman Foster et de l'ingénieur Michel Virlogeux, pardon. Voilà, donc qui sont des choses tout à fait intéressantes et qui réintroduisent le métal dans l'architecture contemporaine. Alors, voilà ce panorama très rapide, hein, j'en suis désolé, mais c'est difficile de parler d'une période aussi longue sur un temps aussi court. 2 mots quand même pour conclure sur les problèmes du devenir de ces réalisations. On a un peu tendance dans ce pays à parler patrimoine en permanence. Je crois qu'on est en campagne électorale là, en ce moment, et tous les candidats à la présidence de la République vantent les mérites du patrimoine et la nécessité de protéger le patrimoine. Alors selon leur tendance, c'est un patrimoine de périodes différentes et de connotations différentes, mais le problème de la patrimonialisation tient une place importante. Alors je ne suis pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, un fanatique de la patrimonialisation des ouvrages, mais je pense quand même qu'il faut garder un certain nombre de témoignages des périodes anciennes. Voilà. Donc il faut... Alors, c'est compliqué avec le métal parce que c'est un matériau qui ne vieillit pas toujours très bien, qui n'a pas toujours été réalisé dans les conditions optimales, mais qui est quand même le témoignage d'un certain nombre d'expérimentations technologiques, voire le support de certaines formes d'architecture de prestige qu'il faut garder. Je crois que ce patrimoine mériterait, comme des patrimoines plus anciens et comme les patrimoines construits avec des matériaux plus traditionnels,
une attention importante pour les années à venir. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je crois qu'on est un petit peu short en timing, donc on va faire assez court pour les questions. Y a-t-il une question dans la salle ? Ici ? Oui, merci pour cette présentation. Juste, effectivement, il est toujours beaucoup question d'acier. Vous avez évoqué l'aluminium. Peut-être pour l'avenir, ou je ne sais pas, il y a d'autres métaux qui interviennent dans le champ de l'architecture, enfin structurelle, du titane. Alors ça, c'est très difficile. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Pour une raison simple, c'est que l'histoire de l'architecture montre qu'entre le moment où un matériau apparaît et le moment où il est véritablement utilisé dans l'architecture, il s'écoule à une durée très longue. Le métal est un matériau qui est connu depuis très longtemps. Il a fallu attendre le milieu du XIXe siècle pour qu'il soit véritablement utilisé dans l'architecture. Le béton, on sait le faire depuis la fin du XIXe siècle et on ne l'utilise que dans la période de l'entre-deux-guerres. Donc on a l'impression qu'il s'écoule un nombre d'années relativement important pour que nous approprions les matériaux nouveaux. Alors, quel est le matériau qui va émerger dans 20 ou 30 ans, ou dans 40 ans, ou dans 50 ans, je n'en sais rien. Au jour d'aujourd'hui, j'avoue que on améliore les bétons, incontestablement. On fait de très, très gros progrès. On sait aujourd'hui faire de très, très beaux bétons. Et la France, d'ailleurs, dans ce secteur-là, joue un rôle très, très important. On améliore en permanence les métaux, et en particulier les aciers qu'on utilise dans le bâtiment. On voit apparaître des matériaux composites qui incontestablement vont jouer un rôle important dans les années qui viennent. Comment, ça je suis aujourd'hui incapable de le dire. Seconde question et dernière. Bonjour, ce n'est pas tellement une question, et peut-être plutôt, si vous me permettez, un complément pour les métaux qui sont utilisés aujourd'hui et qui ont été utilisés dans les infrastructures et l'architecture. Il y a notamment un métal qui est emblématique à Paris, c'est le zinc. Quand on regarde les toitures, le zinc, c'est vraiment l'emblème de Paris et de ses toitures, et c'est un métal qui est toujours utilisé avec de nouvelles applications, avec de nouvelles technologies, etc., de nouveaux traitements de surface. Il y a le cuivre aussi, alors qui est peut-être plus utilisé en Allemagne qu'ici, mais le cuivre, il ne faut pas l'oublier, est utilisé pour tout ce qui est connectivité, conductivité, et donc dans tout ce qui est infrastructure aussi. Et donc il y a beaucoup de métaux finalement, le plomb, même si c'est un métal qui va tendre peut-être à disparaître, mais qui est encore utilisé dans certaines applications, parce qu'il n'y a pas de substitut. Donc il y a énormément de métaux, certains que l'on voit très bien, d'autres que l'on voit moins. Et ce que je voudrais peut-être ajouter aussi, c'est le caractère recyclable des métaux, qui font qu'une fois qu'il y a la déconstruction, on les recycle à l'infini, ils ne perdent pas leur propriété, et ils peuvent donc être remis dans le cycle de vie et dans notre économie. Voilà. Oui, tout à fait. Alors simplement sur la première partie de votre remarque, je n'ai parlé la cote des métaux utilisés en structure. C'est pour ça que je n'ai pas parlé ni du zinc, ni du cuivre, ni du plomb. Mais oui, effectivement, il ne faut pas les oublier. Alors sur la seconde remarque, oui, alors c'est un des arguments des constructeurs métalliques, qui est de dire le métal est un matériau écologique, puisque justement on peut le recycler. Donc c'est vrai qu'on peut prendre une poutrelle en métal, la remettre dans un four électrique et en reproduire une matière qui pourra servir à du bâtiment, à de la tôle automobile, à de la corde de piano ou à n'importe quoi d'autre. Oui, donc c'est vrai, c'est un argument qui ne s'applique pas nécessairement aux autres matériaux, ça c'est vrai. Tout à fait. Merci Frédéric Seize. Merci à vous. Merci à vous.
On va donc se retrouver pour la 5e matinale de cette Académie des Savoir-Faire 3, qui aura lieu le samedi 20 mai et qui sera autour du thème « Couvrir, finir, fermer », alors qu'il y a un petit peu un thème volontairement flou, on va dire, et qui va nous permettre de balayer la finition d'un objet avec la dernière touche décorative ou précieuse que puisse apporter un métal ou le travail de l'orfèvrerie. Et aussi l'histoire de la fermeture, notamment des bâtiments, avec tout le travail de la serrurerie, donc pour clore un domaine, clore une maison, protéger une demeure. On aura 4 intervenants qui sont Éric Popinot, qui est chef d'atelier et planeur en orfèvrerie, et Guillaume Lorieux, qui est orfèvre chez Puyforca, Génie Faucheux, donc pour reprendre ce que disait Jean-François, qui est enseignant-chercheur à l'école des mines de Saint-Étienne, et qui nous parlera des nouveaux traitements de surface des métaux et comment ce travail peut changer la perception colorée de ce matériau et donc troubler un petit peu la perception qu'on peut en avoir. Pascal Rémy, qui est directeur des ateliers Saint-Jacques, Fondation de Coubertin, de l'atelier de serrurerie, et Michel Wagner, qui est directeur de l'entreprise Charles, qui est bronzier d'art. Voilà. Donc en sortant, vous pourrez aller voir le bâtiment de Marc Mimram, qui est juste derrière et qui est en construction. Et un de nos académiciens éclairés nous a ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait une très belle sculpture de Louise Bourgeois en fonderie d'aluminium à voir aussi, qui est ici dans l'enceinte de la BNF. Donc voilà, ça fait un petit détour avant d'aller voir le bâtiment. Merci.